en fait, d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Et nous entendons souvent que ce qui nous manque à nous, les Africains, les Noirs, c'est que nous ne sommes pas unis. On nous cite toutes les autres communautés qui, soi-disant, sont très unies, mais nous, ça ne va pas. Et évidemment, il ne peut pas y avoir d'unité sans conscience. Conscience forte de soi-même en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine. Si on n'a pas cette conscience forte-là, eh bien, évidemment, ça devient très compliqué de s'unir avec des gens qui partagent tout avec nous, mais sauf que bon, on ne perçoit pas ça comme ça, et on ne perçoit pas la nécessité de s'unir parce qu'on n'a pas cette conscience-là. Quand on revient à la théorie afrocentrique, qui est effectivement la théorie que j'épouse, nous disons qu'il y a 5 étapes qui mènent à la conscience afrocentrique, c'est-à-dire cette conscience forte de soi dont je parle, qui permettrait justement d'éliminer au maximum les contradictions qui nous embrouillent. Il y a d'abord un niveau très élémentaire, la prise de conscience de la couleur de sa peau. Ensuite, il y a la prise de conscience de son environnement social. Il y a la prise de conscience de sa personnalité. Ici, on parle de personnalité culturelle, raciale, c'est-à-dire que bon, on ne s'arrête plus sur la question de la peau, mais maintenant, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont associées à cette couleur de peau? Il y a le développement ensuite d'un intérêt et d'une préoccupation par rapport à la situation des Noirs. Ça, c'est le 4e niveau. Et puis, finalement, il y a la conscience afrocentrique, donc c'est le 5e niveau. Ce qui m'intéresse, c'est ce 4e niveau d'individus qui semblent avoir atteint, n'est-ce pas, ce niveau où ils s'intéressent et sont préoccupés par la situation des Africains dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Ils veulent agir, mais il leur manque quelque chose. En fait, c'est chez eux que l'on observe le plus ce que j'appelle donc le hiatus cognitif. Ces personnes semblent être sur le point d'atteindre la conscience afrocentrique, mais il se passe quelque chose. Alors, comment est-ce que je définis le hiatus cognitif? C'est comme une interruption dans la continuité du raisonnement logique, une incohérence logique, une lacune dans l'enchaînement de la pensée logique. Alors, vous voyez, là, disons qu'on part de A, on passe à B, on passe à C, et puis vous attendez D, mais c'est G qui arrive, et le résultat final, eh bien, ça devient X, c'est-à-dire du délire. X, c'est l'inconnu, parce qu'en fait, ça peut être n'importe quoi. On ne sait pas ce que ça sera. Mais à cause de ce hiatus dans la pensée, dans le raisonnement, eh bien, on se retrouve avec des propos incohérents. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît le hiatus cognitif? On le reconnaît facilement parce qu'il engendre des incohérences, des contradictions, à la fois au niveau discursif et comportemental. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques années. Je peux continuer? Allô, je peux continuer? Oui, bien sûr, allez-y. D'accord, j'entendais du bruit, alors ça ne va pas. D'accord. Donc, souvent citer cette intellectuelle sénégalaise que j'ai rencontrée à Philadelphie et qui me disait qu'elle était en train d'écrire un livre, je la cite, hein, plus ou moins. Elle dit, je suis en train d'écrire un livre sur les femmes africaines qui ont fait de grandes choses. Je dis, c'est très bien. Elle dit qu'elle dédie son livre à la mère de Barack Obama. Là, je sursaute un peu. Et puis ensuite, elle explique qu'elle lui dédie son livre pour la remercier de nous avoir donné un grand homme noir. Alors ici, on a même un double hiatus cognitif, vous voyez. On part de A, j'écris un livre. B, ce livre est sur les femmes noires. C, les femmes noires qui ont fait de grandes choses et qui donc méritent d'être connues. Et c'est là maintenant qu'on passe à G. Ce livre est dédié à une femme blanche, morte qui plus est. Et X, c'est le délire. La justification, c'est pour les remercier de nous avoir donné un grand homme noir. Donc, on parle d'un livre sur les femmes noires, soi-disant, on passe par une femme blanche et on se retrouve avec un homme noir. Donc, ça, il y a tout ce cognitif dont je parle. Je vous donne d'autres exemples. Peut-être cet exemple, c'est celui qui m'a touché le plus. C'était en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Je suis allée en Côte d'Ivoire, on a insisté pour que je rencontre ce monsieur qui a créé une université en Côte d'Ivoire. Et il explique, j'ai créé cette belle université africaine où les étudiants doivent porter une tenue royale africaine et apprendre à travailler la terre. C'est magnifique. Et là, on passe donc au hiatus. Mon université s'appelle l'Université Charles-Louis de Montesquieu.
Et oui, je sais que Montesquieu était un grand raciste, mais je garde ce nom. Parce que quand il nous a annoncé le nom, on s'est dit, ben, sûrement qu'il ne sait pas qui est Montesquieu, il ne sait pas que ce type est extrêmement raciste. Non, non, il le savait, et ça ne le dérange pas. Vous voyez, ça ne le dérange pas. Donc, c'est ce hiatus. Comment est-ce qu'on peut être dans cette démarche de construction de l'Afrique avec une université qui va enseigner vraiment les valeurs, les traditions, l'esthétique de l'Afrique et l'appeler, lui donner le nom d'un raciste français. Et ça ne l'empêche pas de dormir. Moi, ça m'a rendu malade. Donc, encore une fois, si vous voyez l'enchaînement, on passe de A, B, C, ça va très bien. Et puis G, c'est mon université pour le nom d'un blanc. Et X, ce blanc est raciste, je le sais, mais ça ne me gêne pas. Voilà l'université en question, vous voyez, c'est quand même beaucoup de travail. Voici le monsieur en question, habillé dans une tenue royale aussi, très impressionnante. Un autre exemple de hiatus cognitif, c'est un jeune haïtien l'année dernière en Guadeloupe qui m'a interpellée. J'étais à la plage, il me dit: je suis haïtien, je suis fier de l'être. Le vaudou fait partie de la culture haïtienne, j'adore la culture haïtienne, donc ça va, tout va très bien. Et puis là, on passe au hiatus, mais moi, je ne pratiquerai jamais le vaudou. En fait, avant de vous contacter, j'ai demandé pardon à Dieu car je sais que vous pratiquez le vaudou. Vous voyez? Donc, c'est ces propos complètement incohérents. Il y a cette déclaration de fierté d'être africain d'Haïti, de reconnaissance de la place du vaudou dans la culture haïtienne, de déclaration d'amour pour la culture haïtienne, et puis quelque chose se passe, il y a une rupture dans le raisonnement. Et un dernier exemple que je donnerai, c'est un de mes étudiants sénégalais, encore une fois à Philadelphie, qui lui est musulman. Il me dit Mohamed était très raciste, l'islam est une religion très raciste, ça doit être dit haut et fort. Et puis le hiatus, c'est je suis musulman et je le resterai. Donc, et ça, si vous réfléchissez bien, c'est tout le temps qu'on entend des propos comme ça. Même chacun d'entre nous, nous avons tenu des propos comme ça. Nous sommes tous quelque part dans cette espèce de hiatus cognitif, mais de toute évidence à des degrés différents. Il y en a qui sont pleins là-dedans, il y en a qui essaient de s'en sortir, et puis il y en a qui essaient d'éviter au maximum. Et j'insiste que c'est justement ce hiatus cognitif qui nous empêche, entre autres, de nous remettre debout. Alors, on est constamment dans cette contradiction qui n'est pas vécue comme une contradiction, ça pose des problèmes. Il y a des gens qui peuvent me dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas de la dissonance cognitive? Le fait est que ce n'est pas de la dissonance cognitive parce que la dissonance cognitive introduit un malaise. C'est-à-dire que quand vous avez deux informations qui se contredisent, eh bien, il faut que vous arriviez à résoudre cette contradiction, voilà, pour ne plus être dans ce malaise. Mais dans le cas du hiatus cognitif, il n'y a aucun stress. Nos contradictions ne nous gênent pas. En fait, nous les portons même fièrement, en pensant qu'il s'agit, je ne sais pas quoi exactement, une originalité, mais ce n'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, sur autres Africains et Africaines, sur le plan mental, qui fait que nos contradictions ne nous désorientent pas, ne nous stressent pas et que nous ne cherchions par conséquent pas à les résoudre? Et ce qui nous est arrivé, c'est que nous souffrons de ce que j'appelle le syndrome de la validation blanche. Nous avons les Blancs comme parents, comme ultime source d'autorité, parce qu'on nous a dit qu'ils étaient supérieurs, et quelque part on a intériorisé ça, et que notre identité a été construite par ces gens-là, justement comme une identité défectueuse, déficiente, et qui a besoin d'être validée par les Blancs, on a besoin d'y ajouter de ce qu'on appelle de la blancheur pour que cette identité-là soit vraiment adéquate, soit pleine. On sait bien, Valentin Mundimbe l'explique bien de façon brillante dans son livre L'invention de l'Afrique, que l'une des métaphores utilisées par les Européens, les Occidentaux dans leur discours, leur construction discursive de l'Afrique, il explique qu'il y a deux métaphores. Ce discours est articulé autour de deux métaphores. La métaphore animale, du noir comme animal, ou du noir comme enfant. Donc ici, on est en plein dans la métaphore du noir comme enfant. Nous sommes des enfants et les blancs sont
sont nos parents. Alors évidemment, on sait très bien que les enfants cherchent toujours à faire plaisir à leurs parents. Et nous aussi, quelque part, eh bien, nous cherchons toujours à faire plaisir aux Blancs. Il ne faut pas le faire de peine, il ne faut pas les choquer. On cherche à se faire accepter par eux. Et ce faisant, bien évidemment, on se rejette soi-même, on se dévalorise soi-même. La femme qui écrit un livre sur les femmes africaines pour nous valoriser, mais qui a besoin de le dédier à une femme blanche, on est en plein syndrome de la validation blanche. L'Ivoirien qui construit une université africaine et qui lui donne le nom d'un blanc, on est en plein, encore une fois, dans le syndrome de la validation blanche. Le problème, c'est que ces parents blancs que nous acceptons implicitement, inconsciemment, ne nous veulent pas de bien. Voilà, c'est ça. En général, les parents souhaitent le bien de leurs enfants, mais nous, c'est tout le contraire. Quand il y a un noir ou une noire qui a fait de grandes choses, eh bien, on l'associe toujours à un blanc. Alors, on va nous dire que Alioune Diop, par exemple, on va l'appeler le Socrate noir. Harriet Tubman, on va l'appeler le Moïse noir. Newton, on va l'appeler la panthère noire socratique, etc., etc. Et le problème, donc, c'est toujours tout ramener à eux et aussi faire en sorte que ceux ou celles qui nous affirment, qui nous renforcent, eh bien, ces gens-là, ils sont diabolisés, ils sont vilifiés, n'est-ce pas? Et à l'inverse, nos parents blancs n'approuvent que ce qui nous affaiblit, nous dégrade, ils nous fabriquent des héros noirs qui, en fait, participent au renforcement de la suprématie blanche et de l'infériorisation des Africains. Le meilleur exemple de cela pour moi, c'est Nelson Mandela. Pas le Nelson qui est entré en prison, mais certainement celui qui en est sorti et qui était prêt à collaborer avec les Blancs, avec le Blanc raciste clair qui a partagé un prix Nobel de la paix avec lui. Lui, il est présenté comme un héros que nous devons imiter, que nous devons émuler. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous propose pas à l'inverse Lumumba ou Sankara, qui sont des gens qui sont morts, n'est-ce pas, sur le champ de bataille pour la liberté et la dignité de l'Afrique? Eux, jamais. Nelson Mandela, c'est beaucoup mieux. Et nous, évidemment, parce que souvent par ignorance, ou bien par facilité, ou bien par complexe d'infériorité, eh bien, nous continuons, n'est-ce pas, à accepter ces héros qu'on nous fabrique. C'est encore ce besoin de validation. C'était en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, où des rois ont accepté d'introniser un Français, un blanc, voilà. Et ils ont permis de s'asseoir et de trôner comme roi. Voilà, encore une fois, on a besoin du blanc pour sentir qu'on existe. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Haïti. Vous voyez, c'est le Ougan, le prêtre vaudou, avec les autres initiés, d'autres initiés. Et puis, vous voyez, derrière, sur le mur, il y a la main blanche. Alors, c'est la main d'un saint, je ne sais pas lequel c'est, mais il y a toujours, encore une fois, cette présence du blanc qui doit être là pour nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Mais évidemment, cette voie-là, ce n'est pas la voie de nous-mêmes, c'est la voie qui nous éloigne de nous-mêmes et la voie qui nous maintient dans notre subordination mentale et culturelle. Là, c'est un exemple encore de femmes noires qui mettent des perruques blondes. Et ce que ça dit, c'est qu'en fait, les filles blanches ne mettent pas de perruques afro, mais les filles noires mettent des perruques blondes. Et elles pensent qu'elles sont très belles comme ça. Donc, en dernière instance, il y a tout ce cognitif causé par un profond, mais j'insiste bien, profond complexe d'infériorité, dont évidemment, nous devons essayer de nous débarrasser. Mais pour nous en débarrasser, il faut déjà peut-être comprendre comment on en est arrivé là. Et il y a cette citation de Marcus Garvey que j'aime beaucoup, c'est une de mes citations préférées. Il explique dans un de ses livres que le monde entier fonctionne sur le mode du bluff. Voilà, on nous a bluffé, on nous a présenté un blanc comme notre sauveur, un blanc comme notre père, une blanche comme notre mère, et puis nous portons ce boulet que nous traînons après nous, de ce blanc, cette image du blanc sauveur, qui va nous permettre d'accéder au paradis, qui va nous permettre de ne pas aller en enfer, etc., etc. Et évidemment, quand on accepte, n'est-ce pas, cette image, cette idée
du blanc qui sauve, du blanc qui aime, du blanc qui protège, du blanc sur lequel on n'est rien, eh bien évidemment tout devient possible et imaginable. Les comportements les plus serviles, vous voyez, ça c'est vraiment terrible, c'est un de mes compatriotes de Guadeloupe, un certain Thierry, j'ai oublié son nom, ça vaut mieux, qui était champion de judo au monde, je ne sais pas quoi, champion mondial de judo, champion aussi de judo aux Jeux Olympiques, et qui, quand il gagne, eh bien, se couche pour embrasser les chaussures de son entraîneur blanc. Le blanc qui l'a sauvé, qui lui a permis d'accéder au plus haut sommet. Il ne remercie pas ses ancêtres. Elle, c'est pareil. Elle avait gagné, c'est une Érythréenne qui avait gagné aux Jeux Olympiques. Et quand elle gagne, elle sort de sa poitrine la photo de cette femme blanche, donc là, sa mère blanche, qui selon elle, l'a aidée. Donc, elle ne pense pas à sa propre mère, elle ne pense pas à sa propre grand-mère, mais elle pense à une blanche. Donc, vous voyez, mentalement, c'est vraiment très problématique. Et voilà, on a des femmes partout en Afrique, dans la diaspora, qui font des défilés importants, cette femme blanche. Voilà. Donc, et évidemment, et quand on passe de ça à ça c'était, je ne sais pas quoi, la reine, notre princesse anglaise, là, portée comme une reine, voilà, portée comme une reine en Afrique il n'y a pas très longtemps. Ils sont mariés aussi, comme si ces deux parasites ne pouvaient pas marcher. Eh bien non, il faut qu'ils se fassent porter. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a ça qu'on peut avoir ça et ça, vous voyez. Et donc, voilà, on traîne encore une fois ce boulet, n'est-ce pas, de cette religion. Et je pourrais aussi parler de l'islam. Bon, ici, je me concentre sur le christianisme, mais on pourrait certainement mener la même réflexion sur l'islam. Et autre problème, autre facteur qui contribue à ce complexe d'infériorité, c'est la scolarisation au hiatus cognitif. Vous êtes enseignant, donc vous savez très bien le pouvoir des textes, le pouvoir des contenus, etc., de la pédagogie, mais c'est clair que ce qu'ils appellent la scolarisation, qui pour moi est différente de l'éducation, joue un grand rôle, encore une fois, dans notre hiatus cognitif, n'est-ce pas? Et nous nous retrouvons avec des modèles mentaux qui sont des idées profondes, n'est-ce pas, sur la façon dont le monde fonctionne. Et ces modèles mentaux, en fait, nous piègent parce qu'on les acquiert justement au moment de la scolarisation en particulier. Mais ces modèles mentaux font que souvent, nous allons à l'encontre de nos objectifs conscients et nous sapons nos propres projets. Et je vais continuer et peut-être même terminer ici, puisque je ne veux pas excéder mes 20 minutes de temps de parole, par une citation de Carter G. Woodson, qui était un